Bonjour et bienvenue dans cette émission Questions aux experts que nous consacrons aujourd'hui à l'épilepsie. Près de 600 000 personnes seraient affectées par cette maladie en France. Aujourd'hui, être épileptique ne devrait plus être un problème pour travailler, pratiquer une activité sportive, se marier ou même avoir des enfants. Mais ce n'est pas tout le temps le cas. En réalité, de nombreux épileptiques se soignent mal par méconnaissance. Et c'est avec le docteur Arnaud Birabin, neurologue au CHU de Rennes, que nous allons essayer aujourd'hui de mettre en lumière cette maladie qui reste bien trop souvent dans l'ombre. Docteur Birabin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour répondre aux questions de nos internautes. Merci de m'avoir invité parce que c'est une maladie dont on parle rarement. Exactement. Et donc on va commencer directement avec la première question qui nous a été posée sur Instagram avec le hashtag QAE. Est-ce que crise de convulsion égale épilepsie? Alors une crise est un phénomène qui a un début et une fin, c'est quelque chose de court. Et en fait l'épilepsie c'est la répétition des crises et de façon spontanée. C'est-à-dire que si vous faites une crise à chaque fois que vous buvez un litre d'alcool, eh bien vous êtes sensible à l'alcool, mais vous n'êtes pas forcément épileptique, puisque les crises ne sont pas spontanées. D'accord. J'ai ensuite une question qui me demande, est-ce que l'épilepsie est héréditaire? C'est assez difficile de répondre à cette question. D'abord, il faut diviser les épilepsies en deux grands groupes. Les épilepsies qu'on appelle généralisées, où tout le cerveau très rapidement participe à la crise, et les épilepsies partielles, où c'est seulement une petite partie du cerveau. Les épilepsies généralisées ont une tendance génétique, c'est-à-dire qu'on pense que le risque, quand on a un enfant et qu'on a une épilepsie généralisée, le risque d'avoir un enfant épileptique est multiplié par 5, peut-être par 10, peut-être même un peu plus. Mais ce n'est pas une génétique simple, disons. Ce n'est pas 1 sur 2 ou 1 sur 4 des enfants qui sera atteint, c'est beaucoup moins que ça. Dans les épilepsies partielles, comme n'importe quoi peut donner une épilepsie pourvu que ça touche le cerveau, si vous avez une cicatrice liée à un KO de boxe, eh bien, ce n'est pas héréditaire, bien sûr. Si vous avez une tumeur, ce n'est pas héréditaire non plus. Et il y a une toute petite frange d'épilepsie qui, elles, sont reconnues comme héréditaires. Par exemple, la sclérose tubéreuse de Bourneville, qui entraîne très fréquemment une épilepsie et qui, elle, se transmet à un enfant sur 2. Mais c'est des maladies qu'on reconnaît bien. D'accord, donc c'est quand même compliqué. On ne peut pas dire je suis épileptique, j'aurai un enfant épileptique. Il y a plusieurs épilepsies et plusieurs façons de devenir épileptique. Une petite partie est vraiment très héréditaire. Quand on a une épilepsie, on a un peu plus de chances d'avoir un enfant épileptique que la population générale. Voilà. Très bien. On a ensuite une internaute qui nous dit « Mon mari a 45 ans et a déjà fait 2 crises de convulsions assez violentes et effrayantes. Il ne veut pas se faire suivre pour ces crises. Je pense à l'épilepsie, mais lui me dit que c'est pas ça. Qu'en pensez-vous » Le seul qui n'assiste pas à sa crise, quand c'est une crise qu'on appelle généralisée, c'est-à-dire quand tout le cerveau participe à la crise pratiquement immédiatement, le cerveau ne marche plus, il n'enregistre plus. Et à ce moment-là, le seul qui n'assiste pas à la crise, c'est celui qui l'a fait. Et donc, souvent, il dit je suis tombé, et puis il n'a pas conscience de ce qui s'est passé. Alors, quand il y en a eu 2, on rentre dans ce qu'on appelle une épilepsie. C'est-à-dire que ce n'est plus une crise accidentelle, mais c'est bien une épilepsie. Et malheureusement, il va falloir essayer de le convaincre, parce que peut-être avec des examens complémentaires, on pourra essayer de lui montrer qu'il y a quelque chose d'anormal. Vous parliez d'alcool un petit peu plus tôt, et on me demande justement, est-ce que la consommation d'alcool peut entraîner des crises de convulsions? Oui. En fait, il faut se représenter le cerveau comme un ensemble de neurones, de cellules qui communiquent entre elles avec des produits chimiques. Et on a hérité ces produits chimiques et cette façon de construire son cerveau de ses parents. Et il y a un certain seuil qui nous est propre, à partir duquel on peut faire une crise. C'est-à-dire que si moi ou vous, on boit 2 litres de whisky, qu'on ne dort pas pendant 4 jours, on pourra faire une crise peut-être. Ça veut dire qu'on a franchi notre seuil d'excitation du cerveau. Et il y a des gens qui ont un seuil plus bas et qui font des crises plus spontanément. Et enfin, l'alcool, ça rapproche du seuil. Donc c'est vrai que l'alcool peut être un facteur favorisant de crise chez les épileptiques comme chez les non-épileptiques d'ailleurs. D'accord. Et en parlant de facteurs favorisants, on me demande aussi, est-ce que l'acte sexuel peut provoquer une crise? C'est vraiment très, très exceptionnel. C'est plutôt quelque chose qui détend et donc qui, en relaxant, disons qu'on est plus loin du seuil et c'est assez rare. Ça peut arriver. C'est tout à fait rare, mais ça peut arriver. Évidemment, ça dépoétise un peu les choses. Et pour diagnostiquer une épilepsie, quels examens existent? Qu'est-ce qu'il faut faire comme examen pour dire « oui, je suis épileptique » ? Alors, le seul moyen d'avoir la preuve absolue qu'on est épileptique, c'est de faire un électroencéphalogramme, vous savez, quand on met les électrodes sur la tête, et d'enregistrer une crise au moment où on fait l'électroencéphalogramme. Là, on a une preuve absolue qu'on a une épilepsie. Alors sinon, on a des arguments indirects, c'est-à-dire que l'électroencéphalogramme est l'outil clé
l'électroencéphalogramme chez les patients épileptiques est souvent anormal et montre ce qu'on appelle des paroxysmes, des pointes, des pointondes, des choses que les neurologues reconnaissent très bien. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de chances d'être épileptique si on en a. Inversement, il peut y avoir exceptionnellement des gens qui ont des pointondes mais qui ne sont pas épileptiques. Mais, donc ce n'est pas une valeur absolue le fait d'avoir des anomalies. La deuxième chose, c'est comme toute lésion du cerveau peut entraîner une épilepsie, eh bien, les radios du cerveau, et en particulier l'imagerie par résonance magnétique, l'IRM, peut donner des arguments. Si vous avez une lésion qui est proche de la surface du cerveau, eh bien, on peut penser qu'elle peut irriter à cet endroit-là et provoquer des crises à cet endroit-là. Donc, l'IRM et l'électroencéphalogramme sont deux gros arguments. Le troisième, c'est peut-être la famille, justement, on en parlait tout à l'heure, la génétique. Si vous avez plusieurs personnes qui ont une épilepsie dans la famille, c'est un argument supplémentaire. Et est-ce qu'on peut guérir de l'épilepsie? Tout à fait. Alors, il y a des formes d'épilepsie qui guérissent spontanément. Il y a des épilepsies, en particulier de l'adolescent, qui surviennent la nuit, qui sont des formes partielles, qui intéressent la bouche, puis le bras, puis la jambe, puis peuvent généraliser secondairement. Eh bien, ces formes-là, qui ne s'accompagnent d'aucun trouble psychologique, d'aucun trouble cognitif, l'intelligence est normale, la mémoire est normale, etc., eh bien, peuvent guérir à l'adolescence. Il y a d'autres formes qui peuvent guérir. Ce qu'on appelle l'épilepsie absence de l'enfant peut aussi guérir à l'adolescence. Donc, il peut y avoir des guérisons spontanées. Sinon, c'est beaucoup plus rare, disons, mais il y a des choses que les médecins n'expliquent pas. Et en effet, on peut avoir des rémissions ou même peut-être une apparente guérison. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parle vraiment de guérison dans l'épilepsie quand on a passé plus de 10 ans sans crise, dont 5 ans sans traitement. Donc, il y a du recul, disons, pour vraiment parler de guérison. Très bien. Et on parlait de diagnostic. Je reviens sur des questions que j'ai eues sur les convulsions. Et c'est vrai que les convulsions peuvent être symptômes d'autres pathologies. Souvent, c'est les personnes âgées. Tout à fait. Comment on peut faire, du coup, pour diagnostiquer une épilepsie chez une personne âgée? C'est très difficile parce que, bon, encore si c'est une grosse convulsion, c'est-à-dire une personne âgée qui va d'un seul coup perdre connaissance, se tendre, avoir des grands tremblements, peut-être perdre ses urines, se mordre la langue, etc. Là, il n'y a pas tellement de doute sur le fait que c'est une épilepsie. Mais très fréquemment, les personnes âgées font des crises beaucoup plus discrètes. Des petites secousses d'un bras, de la lèvre, des petites choses, des moments où ils sont un peu perdus, puis ils reviennent à eux au bout de 15 secondes, 30 secondes. Et ça peut passer tout à fait inaperçu. Et c'est vrai que l'épilepsie accompagne fréquemment la maladie d'Alzheimer, par exemple, ou d'autres démences. Très rarement le Parkinson. Paradoxalement, ça défend presque contre l'épilepsie. Et donc, il y a énormément, les accidents vasculaires cérébraux s'accompagnent très fréquemment. Disons que c'est une cause fréquente d'épilepsie aussi. Donc, chez les personnes âgées, il n'y a que l'aidant, souvent, qui s'aperçoit qu'il y a une petite chose anormale qui peut faire aider au diagnostic. Une question un petit peu plus précise d'un internaute qui me dit « Une collègue a fait une crise devant moi et lorsque les pompiers sont arrivés, elle pensait plus à une crise de tétanie, alors que moi, je pensais à de l'épilepsie. Comment peut-on différencier une crise de tétanie d'une crise d'épilepsie ?» À la description comme ça, c'est quelquefois très difficile. Je dirais que la principale différence, c'est la durée. Une crise d'épilepsie, c'est 1 minute, 2 minutes. Une crise de tétanie, c'est souvent un quart d'heure, 20 minutes. Et s'il n'y a pas de perte de conscience totale. Pendant une crise de tétanie, souvent les gens respirent fort, alors que dans une crise d'épilepsie, la respiration est souvent bloquée. L'œil reste ouvert pendant la crise d'épilepsie, ce qui n'est pas forcément le cas pendant une crise de tétanie. Mais je ne peux pas vous cacher qu'il y a énormément de gens chez qui on diagnostique une épilepsie à l'âge adulte et qui ont eu beaucoup de crises de tétanie, entre guillemets, qui étaient en fait d'authentiques crises déjà dans l'enfance ou dans l'adolescence. Donc ce n'est pas très facile. Et c'est vrai qu'actuellement, on demande beaucoup aux gens de filmer. Comme on a souvent des smartphones, vous pouvez filmer la crise. Et c'est vrai que le médecin, souvent, reconnaîtra l'un ou l'autre en fonction du film. C'est bon à savoir, ça, le coup de filmer avec son téléphone, parce que c'est peut-être pas le premier instinct qu'on a, alors, mais c'est bon. Enfin, quoique, maintenant, quand quelqu'un fait un malaise, on a tendance à s'occuper. C'est ça, essayer de l'aider. Mais effectivement, c'est bon à savoir ça et à dire à nos internautes. C'est vrai que s'il y en a un qui peut filmer, c'est vraiment la meilleure façon de décrire les choses. Très bien. Ensuite, on me dit, j'ai 32 ans, je souffre d'épilepsie depuis tout petit. J'ai lu récemment qu'une chirurgie pouvait être envisagée. En quoi consiste-t-elle? Quel type de personnes? Pour qui, en fait, ces chirurgies? Il y a une douzaine de centres, peut-être 14 centres en France qui pratiquent la chirurgie de l'épilepsie. Le principe, c'est ça. Il s'agit d'épilepsie focale, partielle,
qui part d'un endroit du cerveau et toujours du même endroit chez le même patient. Et donc, il faut arriver à trouver cet endroit et être certain que cet endroit ne lui sert plus à rien. Alors, quelquefois, c'est facilité parce qu'il y a une petite lésion, il y a quelque chose qui est un point d'appel. Et ensuite de ça, quand on est sûr que toutes les crises viennent de là et que cet endroit ne sert à rien, la chirurgie, c'est de retirer cet endroit. Alors, on ne retire pas tous les circuits qui sont impliqués dans l'épilepsie, mais c'est un peu comme le bouton de la lumière. On enlève le bouton, donc la lumière ne s'allume plus et donc il n'y a plus de crise. C'est quelque chose qui marche assez bien, hein. Les résultats sont dans le lobe temporal, dans cette partie qui est derrière l'œil, sont à 80% de succès, de 100% de réussite, quoi. Enfin, de gens qui ne font plus du tout de crise. Donc on parle des traitements, on peut continuer sur les traitements. Quel autre type de traitement existe pour des personnes épileptiques? La plupart du temps, le premier traitement, c'est un médicament. Alors on a une trentaine de médicaments, 25, 26 qui sont disponibles, qu'on peut utiliser seul ou en association. Et le choix du médicament se fait souvent en fonction du type de crise. Est-ce que ce sont des crises d'emblée généralisées ou est-ce que ce sont des crises focales? En fonction du sexe aussi, puisque les jeunes femmes veulent avoir une contraception souvent, parce qu'elles veulent avoir des enfants plus tard, et donc on va choisir un médicament qui ne soit pas toxique. Va se faire aussi en fonction de l'âge de la personne, des apprentissages en cours, etc. Et donc le fait d'avoir 25 médicaments, ce n'est pas 25 fois la même chose. Et ça permet de cibler assez bien et d'adapter le traitement au patient. S'il a une insuffisance rénale, si son foie ne marche pas bien, s'il a des migraines en plus, il y a des médicaments antiépileptiques qui marchent sur la migraine, s'il a des douleurs neurologiques, il y a des médicaments qui marchent sur les douleurs, et ainsi de suite. Et donc ça nous permet de cibler correctement le traitement pour les patients. D'où l'importance de consulter et de se faire soigner, parce qu'il existe un traitement pour chaque patient, entre guillemets. Le traitement médical, c'est-à-dire les médicaments, réussissent à équilibrer à peu près 2/3 des patients. Et 1/3 résistent, c'est ceux qu'on appelle les patients pharmacorésistants, et ce sont eux qui sont souvent les clients de la chirurgie de l'épilepsie. Très bien. J'ai une question d'un designer, d'une designeuse pour être exact, qui me dit « Je suis designeuse web, comment bien prendre en compte les personnes épileptiques quand je construis des sites? Est-ce que vraiment je peux déclencher des crises d'épilepsie si je fais mal mon site ?» Il y a une histoire célèbre qui s'est passée au Japon, où un dessin animé de Pocket Monster, des Pokémon, est passé, et dans les suites du passage de ce dessin animé, il y a eu 700 consultations aux urgences d'enfants qui ont fait leur première crise d'épilepsie. Et il y a certaines formes d'épilepsie qui sont sensibles aux patterns visuels. Ça peut être des rayures, des clignotements, des explosions, des choses comme ça. Et habituellement dans les jeux, c'est interdit. Enfin, on a supprimé les fréquences qui donnaient des crises d'épilepsie ou qui risquaient d'en donner. Donc il faut éviter les rayures qui défilent, il faut éviter les damiers qui clignotent, il faut éviter les clignotements. D'ailleurs, quand on fait un électroencéphalogramme, on fait des lumières qui clignotent pour essayer de déclencher quelque chose. Donc ce genre de lumière, aux alentours de 15-25 Hz, c'est très mauvais c'est très mauvais pour les gens qui sont sensibles à ça, parce que tout le monde ne l'est pas. Oui, donc c'est pas un mythe, il faut quand même le prendre en compte et faire attention. Oui. Habitude, maintenant, tout ce qui est jeux vidéo, etc., on a supprimé tout ce qui risquait de déclencher des crises chez les gens sensibles à la lumière. Donc vous parliez d'enfants dans votre réponse avec les Pokémon. À partir de quel âge peut-on souffrir d'épilepsie? Il n'y a pas d'âge. Il semblerait qu'on ait enregistré des crises déjà in utero par l'échographie pendant la grossesse. Donc il n'y a vraiment pas d'âge. On peut avoir des malformations cérébrales qui s'expriment déjà avant la naissance. J'ai d'ailleurs une question d'une maman qui me dit « Je suis maman d'un petit garçon de 10 ans qui souffre d'épilepsie. Je suis inquiète pour son avenir. Est-ce qu'il est vrai qu'il ne pourra pas passer le permis de conduire, lui qui aime tant les voitures ?» Ça, c'est terrible. En effet, une des interdictions les pires pour les patients épileptiques, c'est l'interdiction de conduire. Si vous perdez connaissance, si vous perdez la faculté de conduire, de faire attention à la route pendant quelques secondes, eh bien, vous n'avez pas le droit de conduire, c'est la loi. Il y a un décret pour ça. Et pour conduire, les patients qui ont une épilepsie doivent aller voir un médecin agréé, spécialisé, qui a un diplôme supplémentaire pour la conduite auto et qui doit dire si c'est possible ou pas. Habituellement, ce qu'on recommande, ce qui est demandé dans le décret, c'est 1 an sans crise. Ou 1 an pendant lequel les crises surviennent uniquement pendant le sommeil. Ou 1 an où les crises ne comportent pas du tout de perte de connaissance et vous pouvez continuer à tenir le volant correctement.
Hein, il peut y avoir des crises extrêmement simples qui sont le tressautement d'une main, vous pouvez continuer à conduire, même si vous ne perdez pas connaissance et que vous avez la main qui tressaute 3 fois, et puis voilà. Donc ce genre de crise, évidemment, on peut conduire. Par contre, pour ce qui est de la conduite professionnelle, c'est-à-dire chauffeur de taxi, d'ambulance, poids lourd, etc., l'épilepsie est une contre-indication. Même quelle que soit la forme ou presque, il faut être guéri depuis 10 ans et ne pas prendre de traitement depuis 5 ans pour avoir le droit de conduire professionnellement. D'accord, donc il y a un peu d'espoir, mais il y a quand même des limitations qui se comprennent aussi, qui se comprennent un peu. Ça doit être triste pour les personnes pour protéger les autres. Exactement. Et eux-mêmes aussi, d'ailleurs, j'imagine, puisque... Une autre maman aussi qui me dit « Mon fils a 9 ans et a fait une seule crise partielle sans perte de connaissance il y a 2 mois. Il est sous traitement de Tegretol. Est-ce qu'une crise suffit à déclarer un enfant épileptique? Pourquoi commencer le traitement tout de suite après une seule crise et combien de temps peut durer ce traitement ?» C'est quelque chose qui a récemment changé. Autrefois, on disait il faut 2 crises pour être épileptique, donc 2 crises pour faire un traitement. Actuellement, on considère que si on a fait une première crise et qu'on pense qu'il y a de fortes chances qu'il y ait une deuxième crise, il faut traiter dès la première crise. Et on considère que les gens sont épileptiques. Et les critères pour ça, c'est l'électroencéphalogramme, est-il normal ou anormal? Évidemment, s'il est anormal, c'est en faveur. Et l'imagerie cérébrale, c'est-à-dire l'IRM en particulier. Et la troisième chose, c'est quand on sait que c'est un syndrome très connu. Par exemple, si c'est des crises absences, on sait qu'on rentre dans une épilepsie absence et qu'il y aura d'autres crises. Donc on est dans un syndrome où on sait que le pronostic, c'est il faut traiter tout de suite. Voilà. Les crises sont assez spectaculaires quand on les voit. J'ai eu plusieurs questions de gens qui me demandent est-ce qu'il y a un risque de mourir lors d'une crise de convulsion pendant une crise d'épilepsie? C'est une question que le médecin n'aime pas qu'on lui pose. Désolée. Parce que c'est rarissime, c'est exceptionnel, mais ça existe, ça peut exister. Et c'est d'ailleurs très fréquemment favorisé par le fait d'avoir arrêté son traitement brutalement. Parce qu'on risque à ce moment-là de faire des crises encore plus fortes que celles qu'on faisait d'habitude. Et donc, il y a un risque, en effet, de mourir. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle la SUDEP, la Sudden Unexpected Death in Epilepsy, c'est-à-dire la mort subite de l'épileptique qui survient en règle la nuit, en règle avec des facteurs favorisants, alcool, etc. Et en règle l'arrêt du traitement un peu intempestif, disons. Et puis, on peut aussi mourir, bien sûr, si vous êtes en train de faire de la plongée sous-marine et que vous faites une crise, vous risquez de respirer de l'eau, quoi. Il y a des tas de situations qu'il faut éviter quand on a une épilepsie active, l'alpinisme, enfin, vous imaginez bien que ou le parachutisme. Il y a sur YouTube un film d'un monsieur qui fait une crise en sautant en parachute. Heureusement, quelqu'un le rattrape, mais voilà, il y a des situations où une crise peut vous tuer. Mais il faut éviter ces situations. Très bien, j'ai une femme qui nous dit « Je suis une femme de 28 ans épileptique et avec mon compagnon, nous commençons à parler enfant. Je suis inquiète quant au déroulé de la grossesse future. Est-ce qu'il existe un risque pour moi ou pour mon futur bébé ?» Alors, pour les jeunes femmes, il y a deux choses. Il y a d'abord, il faut que le traitement soit compatible avec une contraception qui est souvent hormonale. Et donc, il faut en parler à son médecin avant et ne pas séparer les choses en disant le gynéco me donne ça, le neurologue me donne ça. Et non, parce que quelques médicaments sont incompatibles avec les hormones, enfin, détruisent les hormones, donc rendent la contraception inefficace. Alors maintenant, on commence à assez bien connaître les médicaments qui peuvent être toxiques pendant la grossesse. Et évidemment, on va essayer de préparer la grossesse à l'avance, avant la conception, j'insiste bien. Une fois que la conception est faite, c'est trop tard. Mais avant la conception, dans les 6 mois qui précèdent, il faut essayer d'en discuter avec son médecin ou avec son neurologue, de façon à ce que petit à petit, on adapte le traitement. Adapter le traitement, ça veut dire prendre des médicaments qui ne sont pas dangereux pour le bébé. On a plusieurs médicaments qui ne sont pas dangereux, et éviter ceux qui sont dangereux, donc les supprimer petit à petit, éventuellement faire une supplémentation en vitamines, en folates, et puis surtout, il va falloir surveiller correctement cette grossesse pendant tout le long de la grossesse, et une bonne coordination entre le généraliste, le gynécologue, la clinique d'accouchement et puis le neurologue, parce que quelquefois l'épilepsie peut s'aggraver, et en fait, elle s'aggrave pendant la grossesse, souvent parce qu'on grossit un peu, mais aussi parce que le foie fonctionne plus vite. Et donc, vous digérez plus vite les médicaments. Et donc, vous aviez un certain taux dans le sang de médicaments qui, pendant la grossesse, risque de s'effondrer. Et donc, il faut surveiller ça correctement.
Parce que c'est vrai que autant une crise au début de la grossesse, c'est pas très grave, parce que pas très gros, mais à la fin de la grossesse, ça risque d'entraîner un accouchement prématuré ou une ischémie de l'enfant. Et donc, on essaye d'éviter les accidents, les crises pendant la fin de grossesse. Et le dernier point que je veux rajouter, c'est que les risques de malformation de l'enfant, c'est les 3 premiers mois de la grossesse. Donc, au bout de la 12e, 15e semaine, on est beaucoup plus libre dans le traitement, puisqu'on sait qu'on ne va pas provoquer de malformation. S'il y en a une, elle est déjà là. Et ce qui est le plus terrible, c'est que les pires des malformations, elles sont déjà installées alors que la femme ne sait même pas qu'elle est enceinte, dans les 2 ou 3 premières semaines de grossesse. C'est-à-dire qu'au 14e jour après les règles, eh bien, vous pouvez déjà être enceinte et avoir un enfant malformé et ne pas le savoir. Donc j'insiste vraiment beaucoup sur le fait de préparer à l'avance la grossesse. Venez en couple en consultation et on essaiera de mettre tout le monde à contribution. Oui, il faut programmer, il ne faut pas laisser la nature trop faire comme... Là, en l'occurrence, on a intérêt à ne pas laisser la nature déclencher les choses toute seule. Exactement. J'ai une question sur les tablettes et les téléphones. J'ai une personne qui me dit « Je suis épileptique, j'ai souvent mal à la tête si je reste un peu sur mon portable ou ma tablette. Est-ce que c'est lié à la maladie ?» Non, ça c'est pour tout le monde. Non, ça, malheureusement, quand on reste très longtemps sur un tablette ou un téléphone, il y a des gens qui ont mal à la tête après. Donc il faut rester moins longtemps. C'est ce qu'il faut faire. C'est ça, il faut être un peu moins souvent sur la tablette. C'est un bon conseil, je pense. Je pense que c'est un bon conseil. J'ai une personne qui me dit « J'ai 59 ans, j'ai fait ma première crise de convulsion quand j'étais bébé et j'ai toujours caché ma condition au travail, dans ma famille. J'ai un complexe vis-à-vis des gens car j'ai peur qu'ils me croient moins intelligent car je fais de l'épilepsie. Est-ce qu'il y a un rapport entre l'intelligence et l'épilepsie ?» Il y a un rapport entre le cerveau et l'épilepsie. Alors, le cerveau, c'est aussi l'organe où on a l'intelligence, bien sûr. Mais dans 80% des cas, les gens qui ont une épilepsie n'ont pas de problème d'intelligence ou de problème de mémoire, du moins au début de la maladie. Vous avez des épileptiques qui ont eu un destin tout à fait célèbre. Vous avez Jules César, par exemple, qui a quand même conquis la Gaule, hein, et qui était épileptique. Et c'est d'ailleurs de là que vienne le nom crise comiciale, parce que c'était pendant les comices. Et donc, il ne fallait pas faire la crise à ce moment-là, parce que sinon, les dieux annulaient les votes. Et vous aviez, par exemple, Alfred Nobel, qui a été épileptique, Alexandre Dumas, peut-être Vincent Van Gogh. Donc, ça n'a pas... Vous voyez, on peut être un génie et être épileptique. Et inversement, si vous avez une épilepsie qui est liée à une grosse lésion cérébrale, bon, forcément, c'est la lésion cérébrale qui va entraîner une baisse de vos performances, peut-être. Mais pas l'épilepsie qui Mais pas l'épilepsie. Et c'est bien, je trouve, de donner ces noms de personnalités. Ça permettra aux enfants ou aux parents d'enfants d'épileptiques de pouvoir donner ces bonnes infos. C'est pas une excuse pour rater l'école. Voilà. Exactement. Écoutez, on va s'arrêter là sur cette émission. Mais est-ce que vous avez un mot peut-être pour conclure, un message pour conclure cette émission ? Alors, l'épilepsie constitue ce qu'on appelle un peu, surtout quand les crises persistent, un handicap caché. Et ça, c'est très dommage parce que les gens ont souvent une espèce de honte associée à ce handicap caché. Parlez-en. Vous pouvez dire que ça vous est tombé dessus, comme pourrait vous tomber dessus le diabète ou autre. Il n'y a aucune honte à avoir. Et ça, je crois qu'il faut démythifier toute cette histoire qu'il y a autour, comme quoi c'était l'alcoolique, c'était... Voilà. Non. Pas du tout. Il y a des alcooliques qui font des crises, mais les gens qui font des crises ne sont pas alcooliques. Voilà. Inversement, non, il faut sortir de l'ombre de cette maladie. Je trouve que c'est un très bon message, que moi qui ai reçu les questions, il y a eu tellement de questions sur la honte, sur je ne veux pas le dire. Enfin, là, j'ai pris cette question-là, mais j'ai eu tellement de retours sur des personnes qui se sentent un peu honteuses de cette maladie. Et c'est vrai que c'est un beau message. C'est une maladie un peu particulière dans ce sens que si vous faites une crise, la plupart du temps, ça ne passera pas inaperçu. Si vous êtes dans une assemblée, vous êtes à l'église, vous êtes, je ne sais pas où, dans un meeting politique, vous faites une crise, tout le monde s'en souviendra, il a fait une crise. Alors que si votre tension artérielle monte de 2 ou 3 points, personne ne le verra. Voilà. Donc c'est une maladie un peu particulière dans ce sens qu'il y a une espèce de coming out le jour où on fait une crise en public. Mais il ne faut pas en avoir honte, il faut expliquer aux gens. C'est vraiment l'ignorance qui fait qu'il y a cette aura un peu démoniaque autour de la maladie. Merci, Dr Birabin, pour la clarté de vos réponses et de votre bonne humeur et tout ce que vous nous avez dit aujourd'hui. Merci beaucoup.
Merci à vous pour votre participation à travers les questions que vous nous avez fait parvenir et surtout merci pour votre fidélité. Vous pouvez évidemment revoir cette émission sur notre site Pourquoi Docteur et sur notre chaîne YouTube. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser toutes vos questions pour nos prochaines émissions sur Twitter, Facebook et Instagram grâce au hashtag QAE. Vous pouvez également nous faire part de vos commentaires et nous proposer des sujets qui vous intéressent. Quant à moi, je vous donne rendez-vous bientôt et avec un grand plaisir pour un prochain Questions aux experts sur Pourquoi Docteur évidemment.